Il est précisément 11 heures. Voilà ce film pour revenir à Matt Damon et à Christian Bale, que le président Pierre Fillon d'ailleurs a vu à Indianapolis. Les plannings de tournage ne leur permettaient pas d'être avec nous ce week-end, mais ils sont là l'année prochaine. On va revenir sur le classement après Thomas Bastin depuis les stands. Thomas. Oui Bruno, on s'est glissé sous une tente ici au bord de la poubelle et on a Xavier Combet à nos côtés. Xavier Combet, c'est le team manager du TDS Racing et notamment de cette numéro 28. Xavier, ça se passe bien là pour la 28, c'est celle de François Perraudot, de Mathieu Vaxivière et de Loïc Duval. Troisième position jusqu'à présent, c'est mieux qu'espéré ça. Oui, écoute, c'est vrai qu'on fait une course solide depuis qu'on est parti hier à 15h, puisque la voiture a fait déjà la pole position, donc c'était une belle performance pour nos trois pilotes et surtout Loïc qui a encore une belle fois montré son grand talent sur ce circuit. La course s'est passée sans embûche jusqu'à présent, et là où on est très content, c'est qu'on est une des rares équipes à faire rouler un pilote bronze et à se retrouver dans les trois premiers et se battre avec des pilotes cette catégorie et surtout très rapide. Donc pour ça on est très content. Maintenant il reste 4 heures de course, donc on va rester concentré sur l'objectif et de rester la place, de rester sur le podium. Merci beaucoup Xavier, merci Xavier team manager du TDS Racing. Voilà, merci à Xavier et l'on va revenir maintenant sur le classement complet avec une information. Il y a presque 3 minutes, lorsqu'il était tout pile 11 heures, nous avons relevé le chiffre du nombre de tours couverts par la voiture de tête et finalement les neutralisations qui avaient pu avoir lieu en 2018, qui n'ont pas eu lieu en 2019 à l'approche de 11 heures, eh bien cela a permis à la voiture de tête, à la Toyota numéro 7, d'avoir le chiffre 319 d'affiché à tout pile 11 heures. Pour le nombre de tours couverts, c'est exactement la même chose qu'il y a un an. On a finalement rattrapé le retard. Du côté des LMP2, la voiture de tête a un tour de retard vis-à-vis du tableau de marche LMP2 de l'année dernière. GTE Pro, on était à 283 tours également il y a un an. Et la première GTE AM, la Ford numéro 85, a même fait un tour de plus après 20 heures de course que la première GTE AM de juin 2018. Le classement, alors que bonne nouvelle pour les supporters italiens du Cetella Racing Villorba Corse, le numéro 47 avec Andrea Bellicchi a repris la piste et il y a eu 14 minutes 51 secondes d'arrêt entre le franchissement de la boucle entrée et boucle sortie de la voie des stands. Le classement est donc le suivant. En tête la Toyota numéro 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez. Elle a 2 minutes et 118 millièmes d'avance sur la Toyota numéro 8. Piloté par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et par Fernando Alonso. Troisième position pour l'unique BR Engineering restant en piste avec le team SMP Racing. La numéro 11 de Vitaly Petrov, de Michael Alchin et de Stoffel Van Dorn. C'est Michael Alchin qui pilote en ce moment une voiture qui a 5 tours de retard par rapport à la Toyota de tête et qui a 3 tours d'avance sur la Rébellion numéro 1 qui est 4e du Rébellion Racing. André Lotterer pilote cette voiture avec pour coéquipier Neil Jani et Bruno Senna. 5e position, Nicolas Lapierre est en train de faire un super relais, un des plus longs qui soit ce dimanche matin. Ce sera intéressant avec Thomas Bastin, une fois que Nicolas aura quitté le poste de pilotage de la voiture, de voir combien de temps il aura piloté. 2h30. nous le dire ça, non? Mais on va essayer de le revoir avec un faux cours, sinon on pourrait lui poser la question. Mais je mettrais peut-être du 3 heures finalement. Sincèrement, on a l'impression que depuis le lever du soleil, il y a que Nicolas Lapierre. Il est là, effectivement. Et nous, on a Yann Bellhomme à nos côtés. Alors lui, ça fait pas 3 heures qu'il est en relais, ça fait pratiquement 20 heures, Yann, avec cette voiture de Deken Engineering, évidemment. On rappelle que cette équipe débute ici aux 24 heures du Mans. Et souvenez-vous, hier, en début de course, ça avait été un des premiers temps forts. Nico Jamin qui revient au ralenti, victime d'une crevaison. Vous étiez alors retombé dernier, je pense, Yann Bellhomme. 4e position maintenant, enfin 4e, 5e, ça joue un peu dans la catégorie LMP2. Quelle belle course vous êtes en train de faire, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un vrai plaisir, on se régale. L'équipe a fait un travail extraordinaire, je suis tellement fier d'eux. Il n'y a pas un pit stop qui a été raté, on est ultra rapide au pit stop et les pilotes ont fait un boulot de dingue pendant toute la nuit. En fait, ça a été un peu difficile à un moment de se retrouver dernier à 2 tours. Et il a
fallu rester motivé et combatif. Et en fait, en tout état de cause, c'est sûr qu'on aura eu pris de la combativité, ça c'est certain. Alors, il reste un peu moins de 4 heures de course. Est-ce que le podium est encore envisageable? Est-ce que le rêve est encore permis? Je pense que là, il faut rester concentré, il faut essayer d'être performant, il faut travailler et essayer de faire le maximum de performance et on verra dans 4 heures. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de penser maintenant à ça. On va bosser, on va pousser, on va rien lâcher et on va essayer de faire le maximum et puis on verra ce que ça donne dans 4 heures parce que ceux qui sont derrière et ceux qui sont tout autour sont quand même très très forts aussi et on a un peu tous envie de la même chose. Donc bon courage à mes confrères s'ils m'entendent et que les meilleurs gagnent. Ouais, c'est beau, la sportivité et l'instant présent, c'est le bilan que l'on pourra tirer de cette petite interview avec Yann Bellhomme ici au sein du Duquesne Engineering. Oui, et un team excellent 10e du général et en effet 5e de la catégorie LMP2, dominé donc par Signatec Alpine Matmut avec Nicolas Lapierre qui est reparti au volant de cette voiture, là même après son dernier ravitaillement. Le Rébellion Racing, Nathanaël Berton sur la Rébellion R13 numéro 3 en 6e position, écart de 14 secondes. Évidemment, pour le Rébellion Racing, ce serait bien de recoller au top 5, mais dans tous les cas, qu'elle soit 5 ou 6e, l'Alpine resterait leader du classement LMP2 et c'est évidemment la mission prioritaire. En 7e position, le Jackie Chan DC Racing avec l'Oreca numéro 38 qui, dans la mesure où l'Alpine terminerait devant elle, terminerait cette même formation de David Cheng, vice-championne LMP2. Avec le titre pour Alpine, Jackie Chan, DC Racing, Stéphane Riquelme, en ce moment pilote la numéro 38, coéquipier Opintung et Gabriel Aubry. Ils ont 1 minute 14 secondes d'avance sur les 3e en référence en fait à la formation TDS Racing et l'Oreca en 8e position. François Perraudot est au volant d'une voiture également pilotée par Mathieu Bexivière et par Loïc Duval. La 9e place pour la 4e LMP2, la Ligier United Autosport, pilotée par Philippe Albuquerque avec Phil Hanson, avec Paul Di Resta. Derrière, l'on retrouve en 10e position l'Oreca numéro 30 du Duquesne Engineering avec Nicolas Jamin, Pierre Rague et avec Romain Dumas. 11e position pour l'Oreca Ilexport numéro 48, piloté par Paul Lafargue, associé à Paul Louchatin et à Memo Roras. Derrière arrive en 12e position l'Orus du team G-Drive Racing, l'ex-voiture de tête, alors que Fernando Alonso est prêt pour prendre place à bord de la Toyota numéro 8 dans un instant. Voiture qui devrait tout de suite emprunter la voie de décélération. Voilà, c'est fait. L'arrêt de Sébastien Buemi, l'arrêt de la Toyota des seconds. Classement donc en LMP2 avec la 12e place pour le russe du team G-Drive numéro 26. Jean-Éric Verne est en ce moment en plein relais avec Javon Neutert et Roman Russinov. La 13e place, 8e LMP2. La Ligier Panis Barthez compétition numéro 23 avec René Binder, Julien Canal et avec Will Stevens. C'est les 3, c'est Julien Canal qui pilote. Le Graf Racing, Start Objective 24 derrière. 14e place pour l'Oreca de Jonathan Hirschi, associé à Vincent Capillaire et à Tristan Gomendi. Ils sont 14e. Vous intervenez, je crois, Thomas? Oui, effectivement. Bruno Vandestick au cœur du stand SMP Racing avec Vitaly Petrov, le pilote russe, ex-pilote de Formule 1 évidemment à nos côtés. 3e, on le rappelle, avec Michael Alichin et Stoffel Van. Vitaly, on the provisional podium, that's the best you could do so far. I said provisional podium. Yeah, I prefer to not to talk about this in the moment because you can see what was happened during the race. A lot of safety cars, a lot of crashes, problems, overtaking. So let's finish. Still 4 hours to go. We stay focused. Team do a fantastic job. Mechanics do an incredible job without any mistakes. So we just focusing on our job and try to concentrate on a racetrack. You had a great battle with the Rebellion in the first part of the race until this morning, in fact. Now it has changed a little bit. The Rebellion had lost plenty of time. You have to change your approach. You are more careful maybe in the traffic? Yeah, it was a good battle. I didn't take any risk to overtake him. So, and now, yes, of course, we need to take it easy because it's already
18 hours driving, so the car is quite Tired? It's a bit tired. yeah, exactly, quite tired. But yeah, general now we try to focus to bring car home. Ok, thank you very much, Vitaly Petrov, qui on disait, bon, ben, vous êtes pour le moment sur un podium très provisoire, c'est le meilleur que vous pouviez faire. Et dit, attendez, on n'est pas sur le podium. On a vu évidemment avec cette course à quel point il peut se passer beaucoup de choses. Il y a eu des incidents avec des dépassements, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu une multitude de choses qui font qu'effectivement, on est loin de monter sur le podium. Je ne veux surtout pas parler trop vite. Il nous reste 4 heures encore à disputer, disait Vitaly Petrov. On lui demandait évidemment, après la belle bagarre jusqu'à ce matin, en fait, jusqu'au problème des rébellions, si l'approche allait changer dans le trafic. Il dit c'est sûr que l'on doit être prudent désormais, et c'est toute la complexité, Bruno, pour les pilotes désormais, c'est d'aller vite sans prendre de risques tout en restant concentré, et c'est parfois là que les erreurs surviennent aussi. Et puis regardez, on en profite puisqu'on a sur le casque, vous le voyez sur les écrans géants peut-être, bonne fête papa. Effectivement, c'est la fête des pères aujourd'hui bien sûr en France, et on salue tous les papas présents sur le circuit ou qui nous écoutent également via l'application. 24 heures du Mans. Yeah. Il s'appelle comment votre papa? Jean-Pierre. Voilà, il est sur le circuit? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ben alors j'espère qu'il suit sur l'application parce qu'on a parlé de lui. Bonne fête à Jean-Pierre et bonne fête à tous les papas. Excellent, merci à Thomas, merci à Vitaly Petrov également. Il faut aller prudemment vite en fait en synthèse. Thomas, vous ne l'aviez pas vu parce que vous étiez dans le stand, mais l'Oreca numéro 43 est apparemment tombé en panne, s'est immobilisé en pleine ligne droite des stands, à peu près à mi-longueur. La voiture a pu être ramenée dans son stand. Il serait bon de voir quel problème peut l'affecter. Il y a un autre élément dans la pit lane. On vient de sortir des stands et on le constate. Et vous le voyez sur les écrans géants également, je pense. Oui. Les commissaires sont en train de travailler pour l'instant en répandant une sorte de ciment, de poussière, de poudre, effectivement, de poudre absorbante, parce qu'il y a eu une fuite d'huile, manifestement. Alors, je pense que c'est par la 43. Il suffit de la suivre, en fait. Et c'est la 43, effectivement. Il suffit de suivre cette trace d'huile qui va nous amener dans le clan RLR. Et effectivement, cette huile qui est là sur le sol, donc dans la voie des stands. C'est jamais bon signe quand une voiture perd de l'huile. C'est l'Oreca de John Ferrano, Dariun Maini, le pilote indien, qui l'a ramené. Norman Nato également. Fernando Alonso avec la Toyota numéro 8 dans le premier tour de son relais. On sent un Fernando Alonso complètement sûr de lui. C'est le cas à chaque fois, mais là, peut-être va-t-il tenter de réduire l'écart qui le sépare de la voiture sœur. Marc Arnoldi, Jean-Éric Vergne reste motivé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 3:29:021, jamais depuis le début de la course hier, la J-Drive numéro 26 avait été aussi rapide, même quand elle a été longtemps en tête dans la catégorie LMP2. Alors évidemment, avec les problèmes qu'ils ont eu, la numéro 26 est en retard, elle est 7e, mais encore une fois dans cette catégorie, plus on pousse et plus on se fait de la place parmi ceux qui sont devant. Donc il faut continuer à pousser jusqu'au bout. En plus, ils se connaissent bien entre eux, puisqu'il y a le championnat du monde, il y a le ELMS, donc ils savent bien les forces et les faiblesses de chacun. Il reste encore 3h45. Si nous étions dans une course normale de championnat, on ne serait même pas la moitié. Donc vous imaginez tout ce qui peut encore se passer. Oui. Bien vu, c'est vrai que c'est 6 heures le format de ces courses dans le FIA WEC, indépendamment quand même de Sebring. Cette année, on était dans une configuration plutôt 8 heures. 3h45 avant le drapeau à damier. Retour sur les positions. Oui, allez-y Thomas. Oui, on a vu un geste qu'on n'aime pas beaucoup dans le clan RLR, avec des mécanos qui ont l'air résignés, et un mécano qui a pris sa main et qui a fait, vous savez, comme quand on coupe la gorge quelque part et qu'on dit c'est terminé. Donc je pense que, et voilà, on va avoir Arion Meni, le pilote du championnat FIA Formule 2, qui va sortir de la voiture. Juste pour info, par rapport à la captation caméra, dans quel stand êtes-vous? Quel numéro a-t-il, s'il vous plaît? Juste pour info. Si vous cherchez ma caméra, en l'occurrence des écrans géants, elle est avec Pascal. On est dans le stand RLR Motorsport. RLRM Sport, pardon. Vous avez un petit numéro, j'essaie de le retrouver. Voilà, vous êtes dans le box numéro 26 apparemment. 26, exact, pour la voiture numéro 43. Et on a les images, effectivement.
Voilà, on vous récupère, parfait. Voilà, vous avez retrouvé, on avait perdu Pascal, notre caméraman, mais il est un peu distrait parfois, Pascal. Ça lui arrive, c'est un artiste, il reste impliqué. Voilà, et on voit ici Arjun Meni qui vient de desserrer la ceinture il y a quelques instants. Alors je pense qu'on cherche encore, on essaye évidemment jusqu'au bout. On ne veut pas abandonner au Mans. On n'abandonne pas normalement au Mans, mais la coulée d'huile déjà que l'on a retrouvée sur la pitlane et que l'on a même ici, on va vous la montrer également sur les écrans géants. Regardez toute cette huile qui a été déposée ici sur le sol même, ça ne veut grosse généralement hémorragie, pas là. dire. Oui, c'est une grosse hémorragie. C'est une grosse hémorragie. C'est à l'arrière, évidemment, de ce prototype. Alors, on a soit la boîte de vitesse, et là, on peut imaginer éventuellement que ça change. Si c'est du côté du moteur, par contre, là, on peut vous dire que ce sera malheureusement terminé. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est sûr l'heure n'est pas à l'optimisme dans le clan RLR M Sport. Le pilote qui est resté à bord, c'était Arjun Meni, le pilote indien, pour sa première expérience au Mans. L'arrêt de Michael Aleshin avec la BR Engineering numéro 11 qui repart. Je n'ai pas eu le temps de voir sur les images s'il y a eu changement de pilote, mais je ne pense pas. La numéro 11, Michael Aleshin, va passer la boucle de chronométrage, mais comme on a vu Vitaly Petrov au micro de Thomas Bastin avant, en théorie, voilà, Michael Aleshin entame ici son deuxième vidage de réservoir. Philippe Albuquerque également a repris le volant de la Ligier United Autosport numéro 22. L'arrêt de la voiture de tête. L'arrêt de la Toyota numéro 7. Et confirmation avec Arjun Meni, vous le voyez peut-être sur les écrans géants, qui sort de l'Oreca numéro 43 de RLR et l'accolade avec l'ensemble des mécanos. Celle de se dire... Caramba, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Enfin, c'était la première. On rappellera que l'équipe RLR M Sport est une débutante dans la Sarthe, une équipe qui nous vient de l'European Le Mans Series, en l'occurrence, avec Arjun Meni, notamment débutant, avec le Français Norman Nato, qui en était à sa deuxième participation, et puis avec le Canadien John Farano, spécialiste notamment du Ferrari Challenge d'ailleurs, John Farano. C'est probablement, même s'il n'est pas encore officiel, Bruno, c'est probablement l'abandon pour cette fois-ci. Oui, un team qui a été en fait même champion ELMS. Pour le classement P3 à l'issue de la saison 2018, managé par Nick Reynolds et basé à Bolton, ville qui est jumelée d'ailleurs depuis 1973 avec la ville du Mans. Nous avons eu des infos de pénalités qui vont être infligées à 2 voitures et non des moindres, 2 GTE Pro. Apparemment pour des problèmes, plutôt une infraction au niveau d'une procédure ralentissement au full course yellow, je crois. La Porsche 91 et la Ford numéro 69 auront 10 secondes de pénalité. Ça n'est pas rien, en particulier pour la Porsche numéro 91 qui est en ce moment en 3e position dans le classement des GTE Pro. Kamui Kobayashi a repris la piste avec la Toyota numéro 7. Bruno, vous avez dit la Porsche 91, c'est ça? Oui, absolument. Qui vient de rentrer à l'instant avec un changement de pilote, Gian Maria Bruni, qui vient de sortir d'ailleurs de cette Porsche 911 RSR. On va essayer d'ici quelques instants. Gian Maria Bruni, déjà vainqueur à 3 reprises de la catégorie GT, mais à l'époque, Bruni rimait avec Ferrari. On se souvient que ça avait été vu du côté italien comme une grande trahison, évidemment. Gian Maria Bruni qui partait, entre guillemets, à l'ennemi chez Porsche. On va le laisser reprendre ses esprits pendant quelques instants, Gian Maria Bruni, et puis on va essayer évidemment d'avoir la réaction du sympathique pilote italien, pilote de cette Porsche 91. La raison de cette pénalité, Bruno, vous l'avez dit? Alors j'ai l'impression que c'est dommage parce que le texte dépasse l'écran, mais c'était pendant la neutralisation, je crois, c'est ça, pour course yellow. Voilà, donc en fait, il arrive à votre micro, on le voit à l'instant, Thomas. Oui, effectivement. Gian Maria, what a fight once again, but it seems that you will get a penalty for something. Are you aware of that? Yeah, I don't know why I got the penalty. I just came out of the car. It's okay. It's racing, and we'll see. Still 3 hours and 40 minutes to go. How is it in the track? It was a big fight. We know that you are fighting not only for the victory. It could be your 4th one in GT, but the first, of course, with Porsche. But you are fighting for the World Championship as well. Yeah, I mean, but yeah, it's difficult for us. We have to win the race. At the moment, we are behind, so we'll see. You don't have the feeling that you could come back and clinch the victory? Difficult. I don't know.
Thank you. Voilà, Gian-Maria Bruni qui dit oui, je ne sais pas très bien pourquoi on a eu la pénalité. Je viens seulement de sortir de la voiture. On l'avait vu effectivement. Il dit on ne le sent pas très optimiste, Gian-Maria Bruni, qui dit on doit attendre pour l'instant. Il reste 3h45, mais pour l'instant, on est derrière. On ne parvient pas vraiment à se rapprocher. Et on voit effectivement ces Porsche. Elle était 3e il y a quelques instants du classement, mais des écarts, et c'est une particularité évidemment de cette catégorie GTE Pro, des écarts qui varient très peu, tout simplement parce que le niveau est tellement relevé qu'on est plutôt dans une lutte au 10e qu'à la seconde dans cette catégorie. Oui, avec Antonio Garcia au volant de la Corvette, son dernier chrono sur un tour, il était en 3,52. 331. James Calado avec la Ferrari numéro 51 n'est qu'à 7. Ah, attention, une sortie de piste. Indianapolis, comme l'Aston Martin hier soir. Même cité. Attention, la Jumbo, autrement dit la Dallara du Racing Team Nederland. Sortie de piste pour Nick De Vries. So Nick De Vries has gone off in the Jumbo Dallara, car number 29. He lost it on the entrance, in fact, to the corner, and then went straight into the tyre barrier with the car with Nick De Vries at the wheel. Ah oui, alors là, la voiture a complètement décroché, en fait, alors que le pilote, évidemment, passait cette courbe très rapide à droite. Et là, il a effectivement subi une grosse décélération, avec la voiture qui a heurté légèrement de biais par rapport à la roue avant gauche, qui est la première à avoir touché la pile de pneus. Cyprien. Wir haben ein geradeaus in Indianapolis vom gelben Fahrzeug Racing for Netherlands, genau an der gleichen Stelle ungefähr wie gestern Abend der Aston Martin. Und wir haben jetzt Safety Car. Safety Car. Et safety car à l'instant à 11h22. So we have the safety car coming out at 11:22. L'arrêt à l'instant de la Porsche numéro 77 avec Matt Campbell qui est la 5e du classement des GTEA. Mais donc grosse sortie de piste là vraiment pour la Dallara numéro 29, Nick De Vries. Qui, rappelons-le, dans une semaine sera sur le circuit du Castellet. Pour les F2 dans le cadre évidemment du Grand Prix de France. Thomas, peut-être depuis les stands ou c'est... Non, apparemment pas. Non, c'était... Pardon. Jean-Éric Vergne, lui, est reparti avec le Russe numéro 26. Nigel Moore aussi avec la Ligier du Team Inter Europol Compétition. Après que l'on ait effectivement tout à l'heure eu le retour de cette voiture qui avait une crevaison. Mais voilà, on va dire que ça fait partie des péripéties du matin. Donc Patrick Dempsey chronométré de lui-même la durée du ravitaillement de la Porsche numéro 77 qui repart à l'instant. Alors attention à la circulation qui est maintenant coordonnée par les safety cars avec un feu qui est vert à la sortie de la voie des stands. Et naturellement, Matt Campbell en profite. Kamui Kobayashi est leader avec la Toyota numéro 7. Fernando Alonso est deuxième avec la Toyota numéro 8 pour les deux pilotes en relais sur la 7 et sur la 8. 2 minutes 47 l'écart. Et donc pour celles qui s'étaient à l'instant éloignées de haut-parleur ou n'avaient pas encore reconnecté l'application Écoutez Radio 24 heures sur un baladeur FM, confirmez que oui, l'heure est à la neutralisation safety car en raison de la sortie de piste de cette voiture que vous récupérez maintenant. On va revoir dans un instant la scène. C'est la Dallara Jumbo du Racing Team Nederland. Avec là déjà on revoit cette voiture qui tout à l'heure était en glissade. Nick De Vries arrive et voilà, glissade là aussi. Passe Indianapolis et voilà, percute la pile de pneus. Ah oui, une décélération léger qu'il a subi dans cette décélération. 6 piles de pneus pour amortir le choc. Nick De Vries, alors qu'il y a l'arrêt de la Corvette numéro 63
Antonio Garcia qui rentre au stand. Bonne ou mauvaise opération par rapport à la procédure, Marc Et c'est ce qu'on va voir en fait à la sortie. Alors c'est vrai que pour l'instant au niveau la 7 et la 8 ne sont pas avec le même safety car, ça c'est normal. Bon, il y a eu du ménage en catégorie LMP2 parce qu'en catégorie LMP2 en fait on retrouve, il y a un tour d'écart pour l'instant entre la 36 et la 38. Un tour complet, et elles ne sont, je n'ai pas encore vu exactement si elles sont sous le même safety car, mais il y a un tour complet, donc là il y aurait des choses intéressantes à suivre. En LMGTE Pro, donc elles étaient ensemble, la Ferrari F Corset et la Corvette 63, mais comme il s'est arrêté maintenant, ils ne seront pas sous le même safety car. Et en ce qui concerne la LMGTE AM, même tour, mais 2 safety cars différents, en fait 3, il y a 2 d'écart entre la 85 et la 56, première et deuxième. Et en même temps, signaler que la rébellion numéro 3, avant cette neutralisation, avait eu le temps de passer l'Alpine numéro 36 pour récupérer la 5e place, donc le top 5 est 100% LMP1. Et en même temps, l'Alpine numéro 36, même si elle est désormais 6e, reste dans tous les cas la leader de l'LMP2. C'est ça la priorité pour l'équipe de Philippe Sino, être en tête de la catégorie. Revoyons donc cette image. Voilà, là il y a plus de 200 à l'heure, sans aucun problème. Et voilà comment Nyck de Vries a terminé sa course en heurtant les piles de pneus à Indianapolis. On a eu un changement de pilote sur la Corvette qui mène la catégorie GTE Pro. La seule Corvette rescapée, c'est Jan Magnussen, désormais le pilote danois, spécialiste évidemment de cette épreuve, ex-pilote de Formule 1, papa de Kevin Magnussen, qui est toujours pilote Haas en Formule 1 également. Jan Magnussen qui vient de reprendre le volant. Il avait été particulièrement brillant hier en début de course, en début de soirée. Jan Magnussen, on peut faire confiance évidemment à l'expérience du Danois pour mener la charge dans cette catégorie GTE Pro, même si pour l'instant, forcément, en profitant de cet arrêt, c'est une Ferrari qui a repris la tête avec James Calado. Oui, James Calado, numéro 51, 23e. Les images que nous guettons, c'est la sortie de cockpit de Nyck de Vries. Vous avez vu avec les écrans géants, un commissaire s'approchait de lui, l'interrogeait par un seul geste, pouce levé. Apparemment, le pilote a répondu, en tout cas a bougé. Intervention toujours en cours alors que 3 voitures attendent désormais à la sortie de la voie des stands, dont la Corvette numéro 63, la Ferrari du GMW Motorsport, et après serait-ce la 30, une petite hésitation ou la large compétition. Bon, on va rester au niveau des LMP2, alors peut-être la United. Oui, effectivement, ça doit être davantage le cas. Exact, c'est la numéro 32. C'est la numéro 32. La 43 est toujours dans son stand, mais elle n'en repartira manifestement pas. La Ligier numéro 32 repart. Alex Brundle est-il resté au volant? La réponse c'est oui. La Ferrari GMW Motorsport, Jeff Segol. Et donc aussi Jan Magnussen, comme annoncé par Thomas Bastin ces derniers instants. Et... oh là là, incroyable! Nyck de Vries roule et on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Allez, on l'applaudit. Incroyable! Après avoir vécu ce qu'on a vécu, cette décélération, et Nyck de Vries roule. Incroyable! So what we can see, Nyck de Vries has actually got going in the car again, despite the heavy impact, but the car really looks in a very sick state, so whether he'll make it back to his pits or not is a moot point. Allons-y Thomas, peut-être rentrer dans le stand. Je suis sûr que là, vous n'aurez pas de difficulté à avoir le témoignage de quelqu'un. Vous imaginez le soulagement? Nyck de Vries ist wieder unterwegs auf der Strecke, allerdings eigentlich mit 3 Rädern und mit einer explodierte Frontscheibe. Ob er es bis in die Boxengasse schafft und wenn ja, in welchem Zustand das Auto ist, das ist noch alles offen. Incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Ah, cette volonté, c'est la rage du Mans, ça. Hein. Et pour un débutant, pour un rookie au Mans, il a une abnégation, Nyck de Vries. C'est génial. Pilote qui était présenté à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, comme la superstar du futur. Lui qui avait été recruté par McLaren alors qu'il était encore en karting, où il avait été 2 années de suite champion du monde de karting, ce qui est assez rare pour être souligné tout de même, et puis qui avait remporté par la suite notamment l'Eurocup Formule Renault, si je ne
m'abuse. Ah, on est ravis de le retrouver là. Quel sûr. caractère pour le petit Nick De Vries. C'est un pilote qui, par la taille, est extrêmement petit. Il lui avait d'ailleurs valu quelques soucis au début de sa carrière en monoplace, tellement il était un peu chétif. Ah, je peux vous dire, depuis, le garçon a pris de la carrure, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est l'un des pilotes qui vise le titre cette année dans l'antichambre de la Formule 1, le championnat FIA Formule 2. On Il est espère chez pouvoir Art le au Grand Prix récupérer. d'ailleurs. Hein. Pardon ? Il est chez Art. Oui, effectivement. Et il faudrait refaire le point. Et je pense qu'il est deuxième ou troisième. Oui, en fait, il est deuxième derrière Nicolas Ouais, c'est Latifi, ça. pilote de l'écurie Dams, elle-même basée à Ruaudin, tout près du Mans. Enfin, en tout cas, tout près des Hunaudières même d'ailleurs, à Ruaudin. Alors, on va bien sûr le guetter et on espère tous vraiment que la voiture qui est au virage Porsche à l'instant, allez, c'est bien parti pourvu que rien ne cède pour la Dallara. Et chers amis, vraiment lorsqu'il passera ici par les stands, merci de l'applaudir. On vous demandera, David Waldron et Cyprien Châtelain, au moment où la voiture reviendra dans les stands, de l'applaudir parce que là, sincèrement, c'est une sacrée frayeur. Vous imaginez? Oui. Bruno, on est avec Fritz Van Aert d'un autre côté, le patron et le pilote du Racing Nederland. Fritz, of course, unfortunate accident, but it's amazing to see Nick is starting again and trying to bring the car back anyway. Yeah, of course he's coming in, hopefully, and well, I think it had a puncture before braking, but well, he went off, so there's a lot of damage, and the team is ready to get it fixed. So hopefully the car will come back out, but we will see. It's amazing to see such a motivation from you, from Nick, from all the team. Yeah, well, yeah, we're extremely motivated to bring it to the finish, but as always, you think you're almost there, but then shit happens. Okay, thank you very much. Voilà, Fritz Van Aert très sympathique et qui nous donne une information évidemment très importante. Et c'est vrai qu'on trouvait bizarre la sortie de Nick De Vries à cet endroit. La voiture qui tout d'un coup avait tiré tout droit. Il dit en fait il a eu une crevaison lente probablement au moment de freiner. Il a perdu le contrôle. Énorme motivation en tout cas parce qu'on veut rejoindre l'arrivée, on veut amener. On commençait à se dire que peut-être ou pratiquement, et c'est à ce moment-là que parfois que les malheurs arrivent, comme quoi effectivement ne jamais se relâcher avant 15h, c'est la règle ici au 24 du Mans. Absolument, 11h32, David Waldron. So at the moment we're still under the safety car rules. There are 3 safety cars, as you know, on the Le Mans circuit, and so when the safety car deployment is lifted, it'll be interesting to see if this is going to have any effect upon the classifications in the different categories. Allez, attention, nous allons, mesdames et messieurs, dans un instant, vous demander vraiment d'applaudir le pilote qui arrive à l'instant. Nick De Vries ramène courageusement cette voiture au stand. Et ça, vraiment, ça mérite une ovation de votre part. Allez, on applaudit toutes et tous, s'il vous plaît. Nick De Vries rentre au stand. Give Nick De Vries a big hand for getting the car back to its pit. Riesenapplaus für Nick De Vries, der das Auto jetzt zurückgebracht hat. Voilà, il arrive à l'instant Nick De Vries. Et je peux vous dire que dans certains stands, on était chez Corvette au moment où Nick De Vries est reparti. Et on a vu les mécanos, les membres du team qui disaient non mais qu'est-ce qu'il fait, ça sert à rien d'essayer ce qu'il fait là. De toute façon c'est peine perdue. Eh bien non, elle est là, cette Dallara. Bon, elle a souffert, hein, clairement évidemment, on va rien vous apprendre au niveau du train avant, au niveau de la carrosserie. Il y aura plus que simplement de la carrosserie comme on l'avait vu par exemple avec Thomas Laurent hier sur la rébellion numéro 3. Voilà le petit néerlandais qui sort de la voiture, qui est en train de regarder plus ou moins les dégâts et qui revient avec Guido van der Garde et Fritz Van Aert qui lui donne la collade. C'est magnifique cette image. C'est sûr. Magnifique. On n'a aucune amertume clairement hein, dans le clan de Fritz Van Aert. Au contraire, je pense qu'il y a plutôt de l'admiration. Lui qui a tout de suite dit c'est une crevaison. Et c'est vrai que cette sortie était très étrange, hein, Bruno. On se disait bien que ça ressemblait pas à une faute de pilotage traditionnel. Voilà, on va pousser cette Dallara, l'une des rares Dallara. Alors maintenant la question, il l'a ramenée. Bravo à lui. La question c'est de savoir est-ce qu'elle va pouvoir être réparée. Évidemment cette Dallara, on va essayer d'avoir les impressions de Nick d'ici quelques instants peut-être. Et sinon, mais allez-y, hein, vous conservez le micro. Je voudrais juste dire ce qui se passe en ce moment sur le podium avec le prix de la communication, avec la CO, l'Union des journalistes sportifs de France, qui a décerné son traditionnel et annuel prix de la communication à Serge Van Broekriek, qui est l'attaché de presse du Corvette Racing depuis 20 ans. Bravo. Il y a Patrick Gruot pour la CO, Jean-Claude Virfeu et puis également Anne-Laure Vigneron. Voilà, bravo. Bravo à vous, Serge, pour cette gentillesse. Félicitations. Voilà.
connaît également nos représentants des rédactions de RTL, de West France, du Maine Libre. Félicitations. Allez, encore quelques instants sous safety car pour terminer peut-être la remise en place de ces piles de pneus, parce qu'il y a effectivement l'aspect technique qui est à prendre en compte. Et on l'avait déjà dit hier, mais c'est bon de le répéter parce que tout le monde n'est pas toujours forcément tout le temps attentif. Mais même quand une voiture est repartie, si Nyck De Vries a pu revenir au stand, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des piles de pneus qui étaient en place. Évidemment, la façon dont la Dallara a terminé sa course folle, son embardé pour cause de crevaison dans les pneus, ça les bouscule quand même. Il faut les remettre en place, s'assurer de leur bonne disposition, remettre également la bâche chantier en castrement. Et c'est ensuite que, quand on est sûr, et lorsque tout le personnel technique est sur place, confirmera à la direction de course que tout est bien remis en place, que la procédure safety car s'achèvera. Ça peut prendre quelques minutes, comme chaque fois, et on le dit, je pense systématiquement, difficile de se prononcer sur la durée de cette neutralisation, mais voilà, je pense que tout le monde accepte bien volontiers. Vous avez vu un petit peu à quel point ces pneus servent, alors que franchement, à mon avis, quand même, quand la Dallara a heurté la pile de pneus, elle était entre fourchette 150 et 200 km/h. Quand on voit les compteurs des voitures de temps en temps lorsqu'elles passent cette courbe, Indianapolis est un virage qui passe à 130 pour les plus rapides. Et bien justement, le choc a été ainsi amorti, et ça c'est franchement remarquable au niveau des zones de dégagement, des zones de sécurité. Bruno, voilà, oui, allez-y. On n'aura pas la caméra parce qu'on est à l'arrière des stands, mais on est avec Nyck De Vries. Nyck, how are you doing? I'm okay, nothing wrong, except a lot of damage. I'm happy that we managed to get back the car into the pit so we can hopefully repair everything and continue our race. But it was a quite big hit. I think I had a right front puncture, or the suspension failed, and I just went straight into the wall. Yeah, it was not a driving mistake. Oh, no, certainly not, no. You are okay? Yeah, you are smiling, you're okay. Voilà, il est tout sourire. Il nous dit Nyck De Vries. Non, mais ça va, il n'y a pas de problème. Vous en faites pas pour moi. Je vais quand même, il ne pouvait pas venir du stand puisqu'il va devoir aller passer un contrôle médical à l'instant, nous disait le petit néerlandais. Mais je suis ok. Il y a eu probablement soit une rupture de suspension, une crevaison, je ne sais pas. C'était pas une erreur de pilotage en tout cas. La voiture a tiré tout droit sans que je comprenne. Ça a été un choc assez violent quand même, nous disait Nyck De Vries. Effectivement, it was a big hit. On l'imagine assez bien. Mais il dit j'espère surtout, je suis content d'avoir pu ramener la voiture, et j'espère surtout que l'équipe va pouvoir la réparer et qu'on va pouvoir rejoindre l'arrivée de cette course. C'est sûr que s'ils y arrivent avec le Racing Team Nederland, ils pourront tirer un sacré coup de chapeau quand même à ce petit néerlandais, petit par la taille mais immense par le caractère. On le savait depuis quelques années déjà et il le confirme encore aujourd'hui. Oh que oui. Serge Van Breukijk nous rend visite à l'instant. C'est en effet le délégué, l'homme des médias, voilà, du Corvette Racing, qui me disait à l'instant on va gagner. Il faut encore entendre 3h22. Et vous avez déjà gagné un beau trophée, celui de la communication. Bonjour Serge, bravo. Bonjour. Ça fait quoi de gagner ce trophée? Ça fait plaisir après 20 ans avec le Corvette Racing et 35 ans ici. Ça fait très plaisir. Donc, ça fait déjà une première victoire ce week-end. Espérons qu'il y en a encore une deuxième après. On s'y prend comment pour gagner un trophée comme ça? Parce que ça récompense, on va dire, une politique de communication. Vous l'avez structurée comment pour accompagner cette 20e participation du Corvette Racing? Je crois que le but est surtout de servir les journalistes. J'ai été journaliste moi-même ici, donc je sais ce que ça fait. Donc, le but est surtout de les servir des informations, d'être ouvertes pour les journalistes, pour leurs questions, de les accueillir dans le box s'ils ont des questions ou s'ils veulent voir des pilotes, le management. Donc, surtout, porte ouverte, c'est la politique chez Corvette. Ça a toujours été la politique de chez Corvette d'ailleurs. Donc, je crois que ça marche bien, ça plaît. Voilà, c'est fort apprécié par les journalistes, je crois. Aux États-Unis, quel retour avez-vous eu de tout ce que vous avez pu poster, diffuser comme info? Est-ce qu'aux États-Unis, en ce moment, on suit, alors évidemment les Corvettes, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi marque concurrente, les Ford, parce qu'on sait qu'il y a aussi une émulation par rapport à cela. Donc, est-ce qu'il y a réellement une attention aux États-Unis? Oui, tout à fait. En fait, on diffuse la course en live dans le National Corvette Museum au Kentucky.
Ça passe forcément en direct à la télé et c'est fort suivi. L'impact d'une victoire au Mans, c'est impayable en termes de marketing et de vente pour Corvette. Et c'est la raison pourquoi on est là. Ça fait plaisir à entendre. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Serge, qu'après la C7, il y a une C8 et surtout une C8 Le Mans? Et non, pour les 24 heures. Je ne parle pas d'une série limitée, mais... Et il faut attendre les annonces officielles qui se feront plus tard dans l'année. Mais de toute façon, la voiture de route sera présentée le 17 juillet aux États-Unis, donc la C8. Et puis après, il faut encore être patient un tout petit peu. Peut être optimiste. Toujours. Toujours être optimiste. Bon, parfait. Merci à vous, Serge, et félicitations. Voilà, cet homme, mesdames et messieurs, Sergent de Broekriek, gagne ainsi le prix de la communication avec l'Union des journalistes sportifs de France et l'Automobile Club de l'Ouest. Le service com avec Anne-Laure Vigneron, que nous allons également saluer. Vincent, le téléphone a sonné, Vincent Cerruti. Oui, Bruno Van de Stick, absolument, avec une mauvaise nouvelle, mon cher Bruno. Un abandon, ben oui, abandon à 11h28 pour casse moteur de l'Oreca Gibson numéro 43. Abandon confirmé à l'instant par la direction de course pour l'Oreca Gibson numéro 43, casse moteur donc. Et c'est un nouveau rideau de fer qui se referme dans la zone des stands. Quelle heure déjà vous notez? 11h28, Bruno. 11h28, oui. Parfait, merci Vincent. Je vous en prie. David. So we just had another retirement announced, the 12th in this race. Car number 43, the Oreca 07 Gibson of RLR M Sport Tower Events, which has given up the ghost, or which gave up the ghost really, at 11:28 due to engine failure. Oui, c'est la voiture qui avait laissé une trace d'huile dans la voie des stands, qui avait été ramenée quand même dans le box. Et puis Thomas Bastin, avec la caméra chef, nous avait montré les traces de cette hémorragie huileuse. Et donc la numéro 43 se retire de la course. Alors, Nicolas Lapierre passe à l'instant. Bruno Senna est-il en ce moment en train de piloter la numéro 1? Non, mais je pense que ce sera pour après. La numéro 3, donc dans les stands, Nathanaël Berton, lui, est sorti de la voiture. Alors qu'il y aura également une pénalité de 10 secondes à l'encontre de la Porsche numéro 93. Les deux mieux placés des Porsche ont reçu toutes les deux, alors que c'est la fin de la neutralisation dans un instant. En tout cas, les voitures de sécurité sont en effet maintenant gyrophares éteints, et la Porsche numéro 96 aurait apparemment franchi une ligne. Alors je crois que c'était peut-être au niveau de la ligne de voie des stands, ce qui fait que en l'espace d'une grosse demi-heure, les deux Porsche les mieux placés du Porsche GT Team ont été pénalisés, une pour infraction durant une slow zone et genre full coursier également, et l'autre à l'instant, peut-être le revoir d'ailleurs. Est-ce que c'est le replay avec le franchissement de la ligne pour la Porsche? Vraisemblablement. Regardons ce qui se passe. Ouais. Bah oui, effectivement. Bon, ligne franchie. Et bien voilà comment effectivement les deux voitures, la 91 et les 93, vont avoir une facture de 10 secondes à payer pour... La 91 c'est payé déjà. Hein. C'est payé, ouais, enfin, ça aurait été payé. effectivement le cas en l'espace d'une demi-heure à peu près. Hein. La 93 va devoir le faire, la 91 c'est fait lors de son dernier arrêt. Au lieu d'être une 10, il est reparti après une 20 et donc c'est payé. C'est Richard Litz en fait qui a payé pour Jimmy Bruni lors du dernier arrêt. C'est bien le paiement sans contact. Exactement. Je ne sais pas si ensuite ils vont se mettre d'accord entre eux. Oui. Allez, regardez bien la voiture safety car, voilà, bifurque à la sortie, drapeau vert. Et c'est reparti, 3h15 avant l'arrivée. So with 3 hours 15 minutes to go to the checkered flag,
The race has restarted. Green flag, green flag. Le classement, Kamui Kobayashi, la Toyota numéro 7 à... Alors, 4 minutes 18, mais on va attendre. Oh, attention à l'attaque entre les deux pilotes Porsche. Richard Lietz et Nick Tandy. Ah, ça a été chaud le freinage à la Dunlop, mais Richard Lietz n'a pas craqué. Il reste pour l'instant leader dans ce duel entre pilotes Porsche, troisième du classement. C'est AF Corse avec la Ferrari numéro 51, James Calado qui est devant Ian Magnussen, l'écart 2 minutes 31 secondes. Les écarts, il faut rester prudent, il faut attendre peut-être un demi-tour, que les voitures repartent toutes, reprennent de l'élan pour pouvoir vous annoncer des écarts qui soient le vrai reflet de la réalité. Ce qui est une vérité, c'est que nous sommes à 3h14 de l'arrivée, que Toyota est en tête avec la numéro 7, que Signatec Alpine Matmut est leader des LMP2, 5e du général, que Ferrari domine le classement GTE Pro et que Ford, via le Keating Motorsports, est en tête de la catégorie GTE-AM. So at the moment on the restart, but obviously it'll take a little bit of time for the cars to sort themselves out. We will see what the situation is at LMGTE Pro, which at the moment is led by car number 51, the AF Corse Ferrari, hotly pursued by the number 63 Corvette Racing Corvette, while in LMGTE AM, the Keating Motorsports Ford GT has retained the lead. Et c'est Tom Mallaurent, nous nous posions la question tout à l'heure, qui a relayé Nathanaël Berton. Neil Jamy est au volant de la numéro 1. Bruno Senna, je pense, le relayera la prochaine fois. Les derniers passages par les stands également. Andy Priault pilote la numéro 67. Chez WeatherTech, l'arrêt de la Ferrari numéro 62, souhaitant qu'il s'agisse d'un ravitaillement conforme au tableau de marche avec la Ferrari que se partagent Cooper McNeil, Tony Velander et Robert Smith. C'est Robert Smith, ah, attention, signal. Oh, la Corvette numéro 63 est en difficulté. La Corvette numéro 63, Ian Magnussen en difficulté. The number 63 Corvette has had an off. It has gone off the track, and we will see whether or not there are any sequels to this incident. La Corvette, que s'est-il passé pour la Corvette qui était dans les virages en descente? Oh, c'est un tête à queue banal. Heureusement, pas de contact. Oh si, un à l'avant gauche. La Corvette endommagée avant gauche. La voiture de Ian Magnussen qui rentre au stand. On se prépare directement. Sorry David. On a directement sorti les planches à roulettes. On prépare le scénario catastrophe, comme on peut l'imaginer. C'est le code rouge, hein, c'est l'on peut dire entre guillemets dans les équipes, dans le sens où effectivement on va agir le plus rapidement possible. Du côté de Ian Magnussen, on vous disait à quel point le pilote danois avait été absolument remarquable et excellent hier. Et là, il s'est fait surprendre, évidemment, dans une lutte à la seconde, comme celle que l'on vit dans la catégorie GTE Pro depuis le début de cette épreuve. Ça va faire mal. Alors, est-ce qu'on va juste changer les dégâts? C'est à l'avant gauche, vous avez dit. Oui, absolument, avant gauche, avant gauche. Très très limité. Hein. Tant mieux. On a dit qu'il n'y en a pas. En fait, alors on va vérifier les roues du côté des mécaniciens. On a fait le plein de carburant. Est-ce qu'on pousse, oui ou non, cette voiture? Je ne suis pas certain qu'on ne va pas relancer Ian Magnussen. Non, on a mis la voiture sur les planches à roulettes. Et donc on va effectivement pousser Ian Magnussen dans le stand. J'ai l'impression, Bruno, que ce n'est pas suite à la sortie de route que l'on pousse la Corvette, parce que le contact en lui-même, il est pratiquement inexistant. On a juste quelques égratignures, en quelque sorte, sur l'avant. Donc c'est pas pour réparer les suites de l'accident que l'on a poussé cette Corvette C7R. Dernière apparition, vous venez d'en parler il y a quelques instants avec Serge, de cette Corvette C7R, en tout cas dans la catégorie GTE Pro. Il y a quand même, à mon avis, la roue avant gauche qu'ils vont vouloir vérifier par rapport à la direction. Alors Vincent, quelle incidence au classement? Eh bien écoutez, Bruno Richard Lietz est repassé devant avec la Porsche numéro 91 qui prend donc la tête de la catégorie GT Pro. Deuxième, pardon. Oui, à la deuxième place effectivement, puisque la Ferrari AF Corse C51 se maintient bien elle en tête de cette catégorie. Et forcément, eh bien, la Corvette dégringole, on la retrouve désormais quatrième.
Oui, et vous allez voir dans 2 minutes, vous allez dire elle est 7e, car les Ford vont passer devant. Et c'est déjà le cas. Dirk Müller s'empare de la 26e position avec la Ford que pilote également Johan et Sébastien Bourdet. Ah là 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 là, les écarts sont tellement faibles en GTE Pro, le niveau compétitivité, alors voyez, c'est la confirmation, on a bien retiré le capot et on regarde l'état de la roue avant gauche. Thomas. Ouais, et du côté de la 66 également, la Ford GT qui rappelle les couleurs de la victoire, de la première victoire Ford de la GT40 aux 24 heures du Mans. On est rentré également dans la voie des stands. Attention, on a vu qu'il y a des dégâts à l'avant droit sur cette voiture, des restes d'une touchette un peu plus tôt dans la course manifestement. Touchette aussi, mais côté avant gauche, hein, vous l'avez dit, pour la Corvette du Corvette Racing, c'est le numéro 63 où on analyse et où on inspecte la suspension à l'avant gauche. Le choc a quand même été assez costaud. Il y a eu plus fort, mais celui-ci était déjà... parce qu'au niveau carrosserie, je vous assure, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Mais en fait, attention à la Porsche 86, prend l'échappatoire à la chicane Fortin. Oui, vous avez raison en fait, Thomas. Je crois qu'il y a un petit peu une déformation qu'accepte la carrosserie, un peu comme s'il y avait une sorte de mémoire de forme. Mais à bien regarder les images, ouais, le choc était quand même à une vitesse certaine. Alors, on a revu justement pendant votre intervention la vidéo avec une caméra embarquée et en fait c'est vraiment un survirage, c'est vraiment l'arrière qui s'est défait et la voiture donc est partie, a fait cette toupie et malheureusement a tapé le mur de l'avant gauche. So unfortunately the Corvette spun and hit the wall on the left hand side of the car. And the mechanics at the moment are looking at it to see if there's been probably any damage to the suspension. Ce qui veut dire que du côté du Corvette Racing, on aura eu 2 abandons sur sortie de route finalement, ou en tout cas accrochage ou sortie de route. On avait l'accrochage avec la Porsche DMC Proton, la 88 hier pour Marcel Fessler. On se souvient de la très très violente sortie du pilote suisse. Et puis ici, cette touchette de Jan Magnussen. 2 pilotes plein d'expérience, hein. Pourtant Jan Magnussen, multiple vainqueur en GT, Marcel Fessler, triple vainqueur du classement général. 2 pilotes qui ont énormément d'expérience et qui se font surprendre, preuve que on joue avec les limites, hein, quelle que soit la catégorie, peut-être même plus en GTE Pro encore qu'ailleurs. Il ne faut absolument rien lâcher. Jan Magnussen qui avait gagné en 2004, 2005, 2006 et 2009, 4 victoires au 24 heures du Mans en GT. Voilà, on répare un peu la suspension avant. Effectivement, on analyse en tout cas les dégâts éventuels sur cette suspension avant. Voilà, et soyez les bienvenus si vous venez de vous réveiller, si vous venez de nous rejoindre sur le circuit des 24 heures du Mans. Merci d'être là, 11h53, il reste 3h07 de course et vous avez assisté il y a quelques instants à cette sortie de piste spectaculaire de la Corvette numéro 63 qu'on retrouve désormais à la 29e position du classement général et qui est 7e désormais de la catégorie GT Pro alors qu'elle était dans le top 3 évidemment. Grosse déception là du côté du team Corvette avec la Corvette 63 qui est toujours à son stand. L'arrêt de la Ferrari à présent, Bruno. Oui, et c'est la voiture de tête en GTE Pro. Alors surveillons l'écart, Vincent Cerruti, il y avait 2 minutes 41 au dernier pointage entre James Calado et Richard Lietz. Si tout va bien, il n'y a pas de raison que la Ferrari perde la tête. Alors qu'on est en train de remettre en place les éléments de carrosserie après vérification de la roue avant gauche et globalement de la colonne de direction de la Corvette. Pour voir si la voiture peut repartir et évidemment les pilotes attaquer à fond. Ça va repartir d'ici quelques instants. Les mécaniciens du Corvette Racing qui demandent aux journalistes, photographes et autres caméramens de bien vouloir effectivement bouger. On remet les pneumatiques Michelin dans ce cas-ci, dans la catégorie GTE Pro où Michelin a un monopole de fait. Ça va repartir pour Jan Magnussen évidemment. Et là, on pourra compter sur vous, messieurs. Ce sera intéressant de connaître le chiffre, évidemment, le temps perdu. Cette fois, les stands.
par cette Corvette numéro 63 qui repart avec 4 nouveaux pneumatiques bien sûr et le plein de carburant. Alors Vincent, la place? Oui, l'arrêt de la place de laquelle, Bruno? Parce que je voulais vous revenir sur la Corvette 63 qui est bien désormais 7e de sa catégorie pour la Corvette, donc qui repart en 7e position. L'arrêt de Nicolas Lapierre en catégorie LMP2, c'est la voiture qui est bien sûr leader de sa catégorie, 5e du général, la 36 donc au stand. Et il sera intéressant de voir quelle a été la durée du relais de Nicolas Lapierre. On sait qu'un relais au monde ne peut pas excéder les 4 heures. À mon avis, je mettrais au moins 3 heures de pilotage. Yann Magnussen, entre le passage boucle entrée stand, la première arche Rolex, et celle de la sortie, le temps écoulé 6 minutes et 37 secondes. Heureusement pas 6 heures. 6 minutes et 37 secondes. Alors apparemment, selon Infocourse, pour Nicolas Lapierre, n'amplifions pas le temps passé, au moins 2 bonnes heures. Et l'on suit en ce moment la Corvette. Alors est-ce que la Corvette... Alors regardez bien, ça c'est aussi une ironie du sort. La Corvette, lorsqu'elle a repris la piste, elle s'est retrouvée quasiment au contact de la Ferrari. Il sera intéressant de voir juste comme ça si la Corvette reste proche de la Ferrari. Mais maintenant, elle est loin, elle est décrochée. En fait, Yann Magnussen a perdu 2 tours dans l'affaire. Elle a l'air lente, la Corvette. Là. Non, ça va. Oui. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Et attention du côté de l'Alpine 36, on a bien eu un changement de pilote. Hein. C'est André Negrão, le pilote brésilien, qui succède à Nicolas Lapierre. Alors attendez Vincent, regardez bien par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Elle n'est pas lente, mais c'est vrai qu'au volant de la Corvette, Yann Magnussen avait passé par une P2, c'est pas un problème, mais a pas mal ondulé, donné des coups de volant droite-gauche, en s'assurant évidemment qu'il n'allait barrer la route à personne. On va surveiller ça quand même. C'est peut-être un tour d'installation effectivement, mais c'est vrai que je le voyais effectivement donner des coups de volant pour prendre en main sa voiture. On va peut-être aussi stabiliser un petit peu le train avant en même temps, David. Yeah, well, as Bruno has just said, that we were watching the Corvette with interest because the car seems to be, well, relatively speaking, fairly slow. And also Jan Magnussen was weaving on the straight. So what he was doing that to test, we don't know yet. And at the moment, he is back in 7th place in the LMGTE Pro category. Dans 3 minutes midi, nous entamons le décompte des 3 dernières heures de course. André Negrão. André Negrão est au volant de l'Alpine. Il a donc relayé Nicolas Lapierre. Romain Dumas en plein relais chez Duquesne Engineering. Et pour une première participation de l'équipe de Gilles Duquesne, sincèrement, terminé 10e du général, 5e du LMP2. On a envie de dire une chose, c'est bravo. Dire également que Julien Canal est au volant de l'équipe Anis Barthès Compétition. C'est peut-être Thomas Bastin, une voix qu'on pourrait entendre, quelqu'un de chez Panis Barthès dans un instant. La famille Abedi ou Olivier. Ouais. On a une batterie un peu faiblarde, mais on va essayer quand même parce qu'on a mis Brouard à côté qui est le team manager, le conseiller du Jackie Chan des Racing. Ça dépend un peu Rémi Brouard. Alors on se souvient évidemment tous de l'édition 2017 où le Jackie Chan des Racing avait raflé le doublé, enfin avait signé un doublé en LMP2, avait placé 2 voitures sur le podium général. Ici on a eu cette crevaison ce matin de Gabriel Aubry qui a mis un terme à vos espoirs de victoire ou pas encore tout à fait? Il reste 3 heures, hein, donc les espoirs de victoire, on peut en parler encore pendant 3 heures. C'est la moitié d'une course de 6 heures habituelle du championnat du monde. Avec Alpine, il y a un tour d'écart, donc c'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Parce qu'eux pourraient forcément, dans une course de 24 heures comme celle-ci, eux aussi ne sont pas à l'abri d'un éventuel souci technique ou autre. Exactement, on le voit depuis ce matin, on avait des 4e derrière nous qui s'appelaient Maldonado, malheureusement sortis. On a eu l'équipe G-Drive qui a dominé depuis le début et qui a malheureusement eu un problème technique. Bon, nous on a eu une crevaison, voilà. C'est très difficile aux 24 heures de passer à travers tout. Pour l'instant, l'équipe Alpine est à la fois rapide et passe à travers tous les embûches. Donc
Voilà, mais on va être des compétiteurs jusqu'au dernier tour. Alors en ce qui vous concerne, il y avait un double objectif évidemment ce week-end, parce que pour la toute première fois de l'histoire, ces 24 heures du Mans sont aussi la finale du championnat, de cette fameuse super saison du championnat du monde. Alors le dernier championnat du monde en date, 2017, vous aviez terminé vice-champion, derrière Vaillante Rébellion, et ça ferait mal quand même de terminer de nouveau vice-champion derrière Alpine. Ouais, on va pouvoir appeler peut-être le team Poulidor David Cheng Racing, mais bon, pour l'instant la course n'est pas finie, hein. Comme nous on dit toujours, il faut attendre l'arrivée. Mais c'est vrai que si on finit deuxième ou si on finit sur le podium, voilà, ce qui compte, c'est la bagarre avec Alpine. Donc il nous reste un petit peu de temps encore pour essayer d'y croire jusqu'au bout. Alors Rémi, dernière question, on sait que vous êtes un homme d'expérience. On a vu tout à l'heure Gabriel Aubry sortir de la voiture, le body language ne mentait pas, il avait l'air désespéré, c'était un peu la fin du monde, la fin de son monde, Gabriel Aubry. Qu'est-ce qu'on peut lui dire quand vous êtes conseiller du team? J'imagine que vous lui avez parlé après à Gabi, essayer de lui remonter un peu le moral? Non, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, j'étais pas là à ce moment-là, mais les pilotes, vous savez, ils cravachent tous, hein. Les 3 pilotes, ils sont, comme tous les autres pilotes d'ailleurs, hein, ils sont en bagarre depuis le début, depuis le départ, donc le moins d'anicroche, le moins de petits problèmes, ça leur casse un peu le moral, mais je peux vous dire que le relais d'après, ils sont prêts à partir comme pour un 100 mètres, donc il n'y a aucun problème, et Gabriel, c'est pas le dernier à donner pour essayer d'aller chercher les derniers dixièmes, donc pas de problème. On l'imagine bien. Merci beaucoup, en tout cas, Rémi Brouard. Nous étions au sein de l'équipe Jackie Chan d'Essai Racing.